Aziz, c'est mon ancien patron, c'est un ami et également c'est un frère pour moi. Cela fait plus de 16 ans que je connais Aziz. Notre première rencontre, c'est suite à sa visite en Guinée. Il venait de rejoindre Ecobank. Et après quelques semaines, il a visité Ecobank Guinée. Donc, comme à l'accoutumée, et fidèle à son style de leadership, malgré son rang, parce qu'il était directeur de la trésorerie du groupe à l'époque, Aziz tenait à chaque fois à rencontrer chaque membre de l'équipe. Et il faisait pareil dans les 34 filiales Ecobank, où Ecobank est présente. Cette démarche appréciée de tous est devenue pour moi une pratique que j'ai moi-même adoptée. Donc ça fait 11 ans qu'on a travaillé ensemble, Aziz et moi, et ça fait 16 ans qu'on se connaît. Et durant ces premières discussions, Aziz nous a parlé d'éléments assez frappants. Je vais le dire en anglais avant de le traduire en français. What you cannot control, you can't manage. What you cannot measure, you cannot manage. What you can't manage, you can't control. Et ça, je dirais que ça m'a façonné durant toute ma carrière, jusqu'à là où je suis en ce moment. Ce que vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas le gérer. Et ce que vous ne pouvez pas le gérer, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est un jour de souvenir. Hein? Et dans cette salle, quelqu'un l'a dit, effectivement, la qualité des personnes qu'on vient ici pour Aziz et par Aziz témoigne de la qualité d'Aziz, d'Abdoul Aziz lui-même. Abdoul Aziz m'a fait l'honneur, comme il a toujours fait d'ailleurs, m'a fait plaisir d'être un très bon élève, dans une très belle classe. Un enseignant, ce qu'il peut rêver de mieux, c'est d'avoir de bons élèves. Ça lui permet de s'élever et de s'épanouir en tant qu'enseignant. Au double plan didactique, pédagogique, humain et tout. Pour des gens qui avaient choisi l'enseignement comme métier, comme vocation, comme métier. Abdoul Aziz Edouard Dia. Familièrement, on l'a... Il m'a fait le plaisir d'abord d'avoir lu le manuscrit de son livre avant la publication. Ça, c'est extraordinaire. J'ai eu le bonheur, quand Aziz m'a appelé avant-hier, de tomber sur la première lettre que Aziz m'a écrite en 1987. Abdoul Aziz, est-ce que tu peux me faire le plaisir, et ça c'est peut-être un devoir, de te relire? C'est un devoir. Tu vas te relire. Il m'a écrit ça en 87, il était en France. Mais Aziz, relis-toi. Bien cher Monsieur Fall, cette carte pour vous témoigner mes pensées les meilleures, ainsi que mon estime et mon admiration, sans réserve. On m'a transmis le livre que vous m'avez si gentiment offert et qui m'a profondément touché. Je le garderai avec attention comme une marque d'amitié et de sympathie. Cette année scolaire se termine bientôt, le 20 juin, et il me tarde de me reposer un peu car j'ai vraiment bossé dur cette année. Plus que 3 semaines à tenir et ce sera fini. À part cela, cela me ferait plaisir d'avoir votre adresse personnelle comme ça si je viens à Dakar cet été. Je préférerais vous dire bonjour. Cher Monsieur Fall, soyez assuré de mes pensées et de mes sentiments les meilleurs, ainsi que de mon respect le plus profond. Affection, voilà. Ah oui, j'ai mis en post-scriptum Nakasidemi à l'époque. Ça, c'est une archive précieuse. Ça témoigne de la qualité de ma relation avec Abdoul Aziz et c'est la constance. Quand j'ai relu comment il a dédicacé, la dédicace qu'il m'a faite du livre, je retrouve les mêmes mots. 1987. Imaginez. C'est un plaisir. Je ne peux pas dire plus. Et Abdoul Aziz n'était pas le seul. Aziz, j'ai également la lettre de Malik et de Denise, qui était à Grenoble, et Malik qui était également à Paris. Et dans chacune de ces lettres, tu verras
Aziz, et ils se parlent entre eux. Et ils m'ont dit, monsieur, vous nous avez demandé de garder le contact. En effet, malheureusement, je n'ai pas retrouvé cette lettre. Aziz connaît cette fameuse lettre. C'est ma fameuse lettre à la TCA 86, qui fera un jour l'objet d'un partage. Je suis tellement fasciné par ma rencontre avec cette classe que j'ai écrit une lettre dessus 2 ou 3 pages. Et je l'avais adressée à Denise pour l'ensemble de la classe. C'était pour rappeler les valeurs à partir desquelles ils ont été construits et la mission qu'ils devaient continuer à jouer pour la construction de ce pays et de la qualité dans ce monde. J'ai connu Aziz par l'intermédiaire de mon ami Cheikh Cissé. D'abord au téléphone, ensuite, comme on dit aujourd'hui, face to face. J'ai découvert chez le mathématicien et le banquier un homme de pensée. On oppose souvent la mathématique à l'art, parce que l'une est l'espace de l'objectivité rationnelle, des enchaînements logiques et nécessaires, l'autre le lieu de la sensibilité pure. Mais je pense que c'est Spinoza qui était que dans les mathématiques, il y a de l'éblouissement. Parce qu'au bout de la démonstration mathématique, il y a de la joie, il y a une beauté exceptionnelle et insigne. Et c'est pourquoi je n'ai pas été étonné que Aziz, qui s'intéresse tant aux mathématiques, produise une œuvre littéraire de qualité. C'est un mathématicien, comme disait Cheikh, c'est un philosophe, c'est un homme de culture et qui lira ce livre découvrira une immense culture scientifique, historique, littéraire, musicale et j'en passe. C'est également un homme du voyage et de la rencontre. Et ce livre est justement un livre du voyage et de la rencontre. Ce livre m'a été inspiré après un voyage que j'ai effectué. Et alors j'étais assis à côté d'un monsieur, c'était en avion, et puis il a sorti son iPad et il commençait à faire défiler des images, des photos. Alors avec un regard oblique et non moins malsain, j'ai vu des photos de mathématiciens. J'ai vu David Hilbert dont j'ai parlé, j'ai vu Alex Grothendieck, j'ai vu Gregory Perelman et j'ai vu certains philosophes, Spinoza, etc. Je dis tiens, ce monsieur, quand même, c'est quelque chose d'assez abscon quand même de voir dans un avion quelqu'un voir des images de mathématiciens. Puis bon, voilà, quand il a fini, très gentiment, je lui ai demandé, je dis bonjour, etc. Et excusez-moi, j'ai vu des photos, qu'est-ce que vous faites, etc. Il m'a expliqué qu'il était étudiant. Il était étudiant en classe préparatoire et que voilà, il préparait l'agrégation. Donc je dis très bien, puis on a commencé à discuter. Et lorsque le voyage a fini, je lui ai dit, j'ai demandé son nom. Il m'a dit qu'il s'appelait Hermès. Il était d'origine grecque. Hermès, mathématique, philosophe, j'ai tout de suite pensé à Hermès Trismégiste. J'ai toujours été intéressé par ce personnage. Nous en parlerons après si vous voulez. Et je lui ai demandé, mais dans quelle école tu es en ce moment? Et il m'a cité le nom de l'école qu'il fréquentait. Et c'était justement l'école où j'ai fait mes classes préparatoires 35 ans auparavant. Et là, ça fait clic dans ma tête. Ça fait clic dans ma tête parce que le livre, justement, commence par cela. Ça fait 35 ans que je t'attends. Je savais que tu viendrais ici me retrouver sur ce banc et que nous aurions une discussion philosophique. Voilà d'où m'est venue, si vous voulez, l'inspiration du livre Hermès T. Voilà, donc, qui explique que Aziz nous ait produit Hermès T, ou l'ultime secret d'Akhenaton, et nous l'offre comme, je vais me répéter, comme une offrande du matin. Quelque chose qui peut nous éveiller à autre chose, au moment où justement nous sommes dans un monde à la fois diversifié et menaçant. Ce que j'ai lu
pour en venir à ce roman, ce que j'ai lu d'abord, c'est que d'emblée, ce roman pose que le monde est irrémédiablement pluriel. J'aime cette constatation parce que moi-même, je crois que le monde est un multiple. Je dirais même comme un de mes maîtres en philosophie, un multiple errant, par sa diversité extrême. Et sa diversité dramatiquement éternelle, parce que nous ne pourrons jamais être les mêmes. C'est des mondes si différents, des mondes si singuliers, éternellement différents et singuliers, irrémédiablement parce qu'il n'y aura pas de retour ou d'élan vers le même. Donc ce n'est pas cela qui importe. En termes de culture, en termes de religion, en termes de pays, de nation, de sexe, d'âge, de conditions d'existence. Parce que l'être humain lui-même est un faisceau de différences, un réseau de différences. On est tout à fait différent d'une circonstance à une autre. Tout de même, il y a dans l'écoute attentive de cette diversité-là ce qui nous unit et que nous pouvons découvrir, ou ce qui peut nous unir et que nous pouvons créer. Et c'est cette écoute attentive qui nous prédispose à être dans l'ouverture, et d'abord dans l'ouverture d'esprit. Parce qu'en réalité, les choses se passent là. Dans cette conscience réflexive qui fait croire à chacun d'entre nous qu'il a un brin de supériorité par rapport aux autres. Et qui justement le pousse à cultiver plus la différence que la ressemblance. Le deuxième mouvement de ce roman, Hermès T ou l'ultime secret d'Akhenaton, c'est justement de poser qu'il peut y avoir une traversée de différences. C'est-à-dire que derrière les nécessités qui nous séparent, qui nous différencient, il y a un fil qui nous relie. À l'extrême fin du roman, notamment à la page 245-246, l'auteur écrit ceci, qui semble résumer un message de fond et dont il dit que chacun peut le dire dans sa langue maternelle. Mais dès lors qu'un message est dissible dans la diversité des langues, ça veut dire qu'il comporte une part d'universel, une part de vérité. L'opération mathématique est indifférente parfaitement à la langue et à la conjoncture, mais également à la géographie, aux singularités, même si par ailleurs le mathématicien agit dans une singularité forcément, parce qu'il est sénégalais ou français ou grec ou tunisien, etc. Mais dès lors que surgit l'axiome ou l'équation mathématique, on n'est plus dans la singularité, on est dans quelque chose d'universel. Et Dieu merci, en quelques mois, on a beaucoup parlé d'universel parce qu'il y a mon maître et professeur Souleymane Bachir Diagne qui vient de publier un livre extrêmement intéressant que je recommande à tout le monde, Universaliser. Universaliser, c'est-à-dire traverser les différences. Universaliser, c'est-à-dire s'inscrire dans la traduction pour justement qu'entre le poulard et le français, entre le grec et le romain, il y ait un espace commun
de partage et d'appropriation de notre essence d'être humain, tout simplement. Alors, je voudrais donc vous lire très rapidement ce message qui se cache dans les différences. Cherche l'énergie suprême, matrice incréée de l'univers, vers laquelle converge tout ce qui s'élève. Teilhard de Chardin. Une même race humaine, guidée par la liberté de penser, l'égalité et la fraternité, la vérité et la justice. Toute vie est sacrée. Il y a en résonance la charte Mandé. Tout se passe comme si, en définitive, il y a des affinités électives entre toutes les aires de civilisation. Et cela n'est pas forcément dû au hasard. Il y a quelque chose de fondamentalement humain qui, au-delà des différences, relie les différents mondes dans lesquels nous vivons. Donc toute vie est sacrée pour l'équilibre et l'harmonie de la nature et des êtres animaux, végétaux, minéraux. Là également, il y a une conception cosmologique extrêmement intéressante parce qu'en réalité, le monde des humains n'est qu'une partie de monde global, n'est qu'un morceau de monde global. Comme dirait par ailleurs Spinoza, que Aziz aime bien, parce que nous discutons beaucoup de ces questions-là, notamment de notre amour commun pour ce que a pensé et a dit Spinoza. Et enfin, agir gratuitement, sans peur ni attente. La première lecture que j'ai eue et qui a été confortée par la suite, c'est d'abord le personnage de Cherno Hills. Et la capacité d'Abdul Aziz à restituer Cherno Hills. Je comprendrai par la suite clairement que, dans un effort de psychanalyse peut-être, que Abdul Aziz avait un problème. Je pose la question, a-t-il vraiment tué le père au sens du complexe d'Édipe? En tout cas, il est tellement admiratif de Cherno Hills que j'ai l'impression qu'il a ressuscité pour partager avec nous le parcours de Cherno Hills. Donc là, il y a là une capacité mémorielle et sensorielle de Aziz sur les traces de Hill à restituer les couleurs et vie du cadre naturel d'un pays de grand froid où Hills a vécu et où il porte. Son récit renvoie aussi aux promeneurs solitaires d'automne. C'est extraordinaire comment il passe de ce milieu sahélien à ce milieu froid. Et nous partageons aussi notre lecture de Lamartine à ce niveau-là, Aziz et moi. Quand Lamartine dit « Salut bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars, salut dernier beau jour du deuil de la nature, qui convient à la douleur mais plaît à mon regard. » Et puis ensuite, on le retrouve plus loin, dans l'environnement justement désertique, des marigots asséchés des pays sahéliens. Il passe allègrement d'un milieu géographique à un autre. C'est extrêmement important pour le géographe et historien que je suis. Pour le reste, il va nous promener, bien sûr. Mes prédécesseurs l'ont dit. C'est une croisière à travers le monde. Les continents, les cultures, des humanités gréco-latines, ses propres humanités coraniques, l'Égypte pharaonique, l'antériorité des civilisations noires confirmées, l'architecture byzantine, etc., etc. Il le sait non seulement à part des livres, mais par le voyage, comme quelqu'un a dit. Les musées, les églises, les mosquées ont ouvert leurs portes à Abdul Aziz.
Première conséquence, la confirmation de ce que les autres ont appris, le multiculturalisme. Consiste à quoi? Je cite, transcender les croyances, les races, les cultures, pour aspirer à s'élever. Et c'est là où on devient philosophe malgré soi. Quand ils disent, citant Théodore de Chardin, tout ce qui monte converge. Effectivement, on se retrouve à ce niveau-là. Mais, quand on a fini de monter et de converger, il faut continuer à monter et cette fois-ci, il faut aller vers l'absolu. C'est pourquoi Théodore de Chardin dira aussi, je vais vers celui qui vient. Et la rencontre, c'est le point oméga, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il y a une nécessaire spiritualité. Et Aziz nous a conviés à travers le parcours de Hills à la spiritualité, qui est en dernière instance le dernier fondement véritable de la vie. Et dans cette spiritualité, j'ai été ému en relisant la sourate El-Khaf et la pédagogie par laquelle il nous reconduit dans cette sourate que nous avons le plaisir de lire tous les vendredis, comme une revivification de la sagesse qu'il faut redécouvrir à travers cette sourate. Tout comme les efforts de recherche et la découverte de la tombe de Toutankhamon. Je vous assure, chaque page de ce livre est un livre. Je vous assure. On met du temps à le lire, moins parce qu'il est bien écrit, il est même trop bien écrit, mais parce qu'on s'arrête forcément à des situations qu'on a tendance à vouloir développer. Mais ce livre est assez original, je vous assure, dans sa démarche, comme dans son écriture. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Et pour ne rien vous cacher, j'ai mis 3 mois à l'écrire, pas plus. Pendant que j'écrivais ce livre, j'avais 3 objectifs en tête. Ou alors j'étais plutôt guidé par 3 motifs impérieux. Le premier, c'était d'abord de transmettre le plaisir de l'écriture. J'ai du plaisir à l'écrire et j'ai voulu transmettre ce plaisir au lecteur. J'ai voulu que le lecteur ait une histoire, une belle intrigue à lire. Et je pense que c'est peut-être aussi, quelque part, le plus important dans un livre. Au-delà des aspects de raisonnement, logique, etc., je pense que le lecteur doit avoir du plaisir à le lire. Ça a été mon premier impératif. Le deuxième objectif, c'était un partage de connaissances. Un partage de connaissances, je souhaitais que le lecteur, à la fin du livre, puisse se dire « j'ai appris quelque chose ». J'ai appris quelque chose sur ce livre. Alors, ça peut être des mathématiques, de l'histoire, de la musique, de la philosophie, de l'ésotérisme, des sciences, etc. En tout cas, voilà. Pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont le lire, vous verrez qu'il est assez éclectique dans les domaines qu'il couvre. Le troisième et dernier aspect de ce livre que j'ai voulu transmettre, c'était un questionnement. C'était un questionnement ou plutôt susciter des interrogations sur les certitudes que nous avons accumulées dans nos vies. Et comment faire pour transformer ces certitudes en convictions? Parce qu'à mes yeux, il y a une différence entre les deux. Au fond, c'est un phénomène de déconstruction. Comment déconstruire, pour parler comme Lacan, comment déconstruire des certitudes pour les transformer en convictions? À mes yeux, et nous pourrons en discuter, une certitude en physique, c'est comme un équilibre instable, alors qu'une conviction est un équilibre stable. Un équilibre stable, c'est un équilibre instable, c'est un équilibre qui se trouve sur une crête. Vous voyez, quand vous imaginez une boule, une bille, que vous mettez sur un cône comme ça sur une crête, il est en équilibre, mais c'est un équilibre instable. Le moindre mouvement le fera partir. Il me semble que ça, ce sont les certitudes. Et d'ailleurs, c'est tellement instable qu'on s'accroche souvent à ces certitudes, et les certitudes entraînent souvent la violence. On est souvent violent quand on n'a plus de mots. On n'a plus de mots lorsqu'on met les certitudes à l'épreuve du raisonnement. La méthode d'écriture a été... j'ai découvert une vraie aventure en écrivant. Si vous voulez, les 10 premières pages, c'est moi qui les ai écrites. C'est ma main qui a écrit les 10 premières pages. Mais les 240 autres pages, c'est le livre qui s'est écrit lui-même. Et ce n'est pas un effet de style que j'essaie de transmettre. C'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Et je suppose que beaucoup de gens qui ont écrit des livres ici ont peut-être dû ressentir les mêmes choses. On commence par écrire quelque chose,
Mais après, le livre, si vous voulez, il vous entraîne dans une direction. Il faut le retenir. Il va à gauche, retenez-le. Il va par là, retenez-le. Et discutez avec lui. Des fois, vous avez raison. Des fois, le livre a raison. Ainsi de suite. En fait, le livre, c'est un continuum de discussion, voire même, des fois, de combat qui vous entraîne quelque part où peut-être vous n'avez pas pensé aller. Et par contre, l'intérêt, ou j'allais dire la surprise, c'est que la fin du livre est toujours plus belle que ce que vous l'avez imaginé. Et ça, c'est une aventure vraiment que j'ai traversée, que j'ai rencontrée et que je souhaitais partager avec vous. Et enfin, la dernière étape, c'est qu'une fois que le livre est écrit, il ne vous appartient plus. Il appartient au public. Ce livre a pour thème principal la rencontre de mondes différents, d'univers différents, entre Tierno, un mathématicien émérite, et un charbonnier, tout sale, tout crasseux, tout dépenaillé. Et pourtant, de cette discussion va naître un compagnonnage qui va mener tout le livre. Entre le passé et le présent, le livre vous fait partir dans l'Égypte antique, du temps d'Akhenaton, en 1500, à peu près 1355 avant Jésus-Christ, il y a 3000 ans, entre le monde de l'art, de la culture, de la musique, des sciences, de la philosophie, de l'ésotérisme, de l'occultisme pour certains, de la spiritualité, de la religion, le réel et le mystique. Il vous fait voyager également, de l'Afrique à l'Europe, à l'Océanie, à l'Asie. Ce livre, en réalité, essaye de prendre plusieurs choses différentes, plusieurs entités différentes, pour essayer d'en trouver un plus petit multiple commun ou un plus grand commun diviseur, ça dépend, en s'élevant toujours suivant la phrase de Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge. En tout cas, j'ai essayé à travers ce livre de partager un petit peu mes expériences. Ce n'est pas une autobiographie, je sais qu'on me posera la question. En tout cas, pas au sens chronologique du terme, même si j'ai beaucoup donné de moi-même. Mais en tout cas, j'ai essayé à travers ce livre de faire une résonance à ce que disait l'ancien président Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir. Raconter une belle histoire qui tienne le lecteur en haleine. Partager du savoir, aussi bien dans le domaine scientifique, historique, philosophique, voire ésotérique. Je comprends que je ne ressortirai pas indemne de cet ouvrage. Ma détermination va donc être définitive pour accompagner le projet d'Abdul Aziz Thierry. Et nous avons commencé bien sûr à travailler ensemble. Ma préoccupation aujourd'hui, c'est de porter son ouvrage en France, puisque j'y suis régulièrement. Et nous allons commencer dès la fin du mois de janvier par une émission sur TV5 Monde. Et ce matin même, j'ai eu la confirmation qu'il aurait également une émission à la radio, je pense pendant un temps assez long, où il va pouvoir s'exprimer sur son ouvrage. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.